Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie et thérapeute. Je suis auteure du livre « Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles ». Je suis également conférencière et aujourd'hui j'ai la joie de reprendre mes interviews inspirantes et j'accueille Dr Bernadette de Gasquet. Bonjour Bernadette. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui pour moi est essentiel et on n'en parle pas souvent en fait du périnée. Bernadette, tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle Ce que le périnée dit de notre vécu, aux éditions Albin Michel, il y a quelques mois, qui vient de sortir. Félicitations. Et est-ce que tu veux bien te présenter et comment tu es devenue docteur et qu'est-ce qui t'a fait intéresser au périnée? Alors, effectivement, j'étais partie comme économiste, puis j'ai fait du yoga, puis j'ai été maman et à la suite de ça, je me suis trouvée très interpellée par les problèmes de périnée. D'un point de vue mécanique au départ, voilà, les lésions dues à l'accouchement, j'ai fait ma thèse sur l'incontinence et l'accouchement et j'ai eu une consultation à la maternité des Bleuets sur des problèmes de périnée. Et à l'expérience, il m'est apparu que les problèmes de périnée étaient souvent beaucoup plus complexes que juste un problème musculaire ou de cicatrices, etc. Et donc très rapidement, dès 2003, j'avais écrit un livre, L'enfance abusée, la mort dans l'âme. Mais je ne me sentais pas à l'époque encore légitime à prendre le sujet complètement de mon point de vue. C'était plutôt, je reprenais des choses, des articles qui avaient été faits, mais effectivement, le problème n'est pas nouveau du tout. Et dans le cadre de la maternité, très souvent, il ressort beaucoup de choses qui avaient été occultées, oubliées, voilà. Et donc, j'ai repris en 2024, donc 20 ans plus tard, un livre autour du périnée, de sa fonctionnalité normale, parce que l'éditeur m'a dit que finalement, il n'y a pas assez de choses là-dessus. Disons, si on n'a pas de problème de périnée, on ne sait même pas comment ça marche. Et parfois, on ne sait même pas ce que c'est le périnée. Voilà. Tu vois, on a cette méconnaissance-là. C'est ça. Et donc, on a repris dans ce livre le fonctionnement normal, les dysfonctions, les problèmes, et bien entendu, traiter de l'abus comme origine de beaucoup de problèmes, mais origine qui est souvent pas connue, et en tout cas dans le monde médical, on n'y pense pas, quoi. Il y a quelque chose qui me fascine, Bernadette, dans ton parcours, parce que je lisais ton livre et j'ai découvert que tu as repris tes études à 38 ans, c'est ça, pour être médecin, et puis tu es devenue spécialiste du périnée. Donc ça, je trouve ça fascinant, en fait, d'avoir tout redémarré, parce que ça doit être quoi, 8 ans d'études, non? C'est 8 ans plus la thèse. Plus la thèse, ok. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, pour accompagner des mamans et au-delà, donc toute la vie par rapport à des problèmes de périnée, il fallait que j'ai des connaissances et une légitimité. Mais mes connaissances sur le périnée, elles viennent plutôt du yoga que de la médecine. Toi-même, tu t'as parlé des expériences de tes accouchements, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au yoga? Les études de médecine, ça t'a confirmé ce que tu savais déjà, c'est ça? Ça m'a permis de faire le lien entre un ressenti, je sens que ça pousse ici ou là, ça fait ça, et après j'avais les éléments anatomiques, ah oui ça c'est ça, oui quand le diaphragme descend il se passe ça, voilà. Donc j'ai fait ces liens, mais d'habitude on fait ça dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on fait médecine et peut-être du yoga après, mais voilà. En tout cas, tu as révolutionné quand même le monde de l'obstétrique. De l'obstétrique. Sur les positions d'accouchement, la poussée, des choses comme ça, oui, c'est ça. Donc, non, il y a quand même un avant et un après. Enfin, je sais que tu es une référence dans le domaine, c'est pour ça que je suis honorée de faire cette interview. Par rapport à ton parcours à toi d'accompagnante, est-ce que tu as pu observer chez les femmes, qu'est-ce que tu as constaté par rapport au... tu parlais d'abus tout à l'heure, tu vois, mais du périnée, est-ce qu'il y a des mémoires corporelles, des choses comme ça que tu as pu observer? Oui, moi je suis partie du corps, effectivement. Et au début, je faisais mon examen du périnée. Puis petit à petit, j'ai rajouté le regard sur la personnalité du patient, de la patiente, son comportement pendant l'examen, si elle est plutôt anorexique, plutôt boulimique, plutôt... elle a d'autres problèmes et je me suis rendu compte que on pouvait pas, le périnée, il ne peut pas être isolé, mais en tout cas, il rejaillit un problème, une atteinte au niveau de cette zone intime, même si elle n'est pas directe, l'atteinte.
Très souvent, quand on parle d'abus, on pense viol, violence, pénétration forcée, avec douleur, etc. Ça existe et je crois que, bon... oui, moi-même j'ai expérimenté, enfin voilà, j'ai vécu ça dans mon enfance, mais tu as raison, il n'y a pas que ces types d'abus qui sont, on va dire, il y en a beaucoup violents. plus, on estime à plus de 30% de femmes, puisque moi je m'intéressais à la maternité, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup maintenant, les garçons, on en parle de plus en plus. Donc c'est parfois tellement différent, c'est-à-dire il n'y a pas eu forcément quelque chose qui s'est passé dans la violence, c'est ça le piège de l'abus. Oui, c'est plus dur à voir en fait, ce type d'abus, voilà. c'est ça? On voit pas le lien, mais on est mal, il n'y a rien qui marche, aucune thérapie ne marche. Et cette sensation de ne pas avancer, en fait, c'est parce qu'on n'est pas sur le vrai problème. Et le vrai problème, il est occulté, il est mis de côté parce que très souvent, dans l'abus, la personne se retrouve non pas victime, mais complice. Parce qu'elle n'a pas dit non au début, elle n'a pas réagi. Et puis il y a une boucle de culpabilité aussi. Alors, complètement. Et tout d'un coup, elle est piégée. Elle est piégée. J'ai mis beaucoup de cas qui étaient des cas justement un peu distanciés. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de cas? Comment ça peut s'exprimer par le corps, en fait, du coup, tout ce qui est tu? Par exemple, c'est une journaliste qui m'a interviewée et qui tout d'un coup devient blême et qui me dit « ça y est, je viens de comprendre ». Qu'est-ce qu'elle a compris? Des années que j'ai des problèmes respiratoires qu'on ne comprend pas. Je n'arrête pas de tousser et on ne comprend pas. Bon. En fait, elle avait 6-7 ans et elle habitait un immeuble bourgeois parisien au dernier étage. Il y avait un ascenseur. Et elle avait interdiction de prendre l'ascenseur toute seule. Ah, d'accord. Ce qui est normal, un peu sécuritaire. Et puis un jour, elle est montée dans l'ascenseur et il y avait un homme qui était exhibitionniste et qui l'a forcée à une fellation. Très rapide, hein, parce que bon, le temps de monter les étages. Mais suffisamment traumatique comme finalement, je ne l'ai jamais avalée. Et mais dans tous les sens du terme, en fait. Voilà. Parce que cette histoire, elle a gardé évidemment qu'elle ne l'a pas dit à ses parents, parce qu'ils lui auraient dit, mais enfin, tu avais interdiction de monter, c'est ta faute. Parce qu'elle a bravé un interdit, et après s'est sentie coupable, en fait, tu veux dire, tandis qu'elle était victime d'un abus. Voilà. Et bon, voilà, sur les conséquences au niveau vraiment périnéal, c'est pareil, il y a des choses qui sont à distance de la personne. Un autre cas que j'aime bien signaler, c'est un jeune homme, un enfant au départ, enfin c'est un jeune homme quand je l'ai connu, mais un enfant dont les parents étaient restaurateurs, ils tenaient un restaurant au rez-de-chaussée. Il dormait au-dessus dans une chambre sécurisée, mais un beau jour, sur le même palier, il y a un couple qui s'installe et ils avaient des ébats amoureux très bruyants. Et l'enfant dormait et tout d'un coup était réveillé par des cris. Au milieu de la nuit. Et il avait peur. Et un jour, les parents disent « Mais non, il ne faut pas que tu aies peur. C'est normal, ils font l'amour. » Et dans sa tête d'enfant, faire l'amour égale torture, violence. Et il a été totalement perturbé au niveau sexuel. Il n'osait Ah oui, ça a eu un impact dans sa vie. Parce qu'il avait peur d'être dans lui-même. De torturer quelqu'un, c'est ça? Alors, on ne lui a rien fait. Il ne s'est rien passé pour lui. Mais dans son corps, il a vécu une expérience, en fait. Voilà. Et donc c'est ça que je... Enfin évidemment, il y a d'autres cas comme le tien, qui sont des vraies violences imposées et où on ne peut rien faire. Où c'est plus net, c'est tel jour, telle heure, tel événement. Mais très souvent l'abus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment le début et puis on se trouve pris là-dedans. Oui, c'est très intéressant les cas que tu cites parce qu'on ne fait pas forcément des liens alors au départ. Et c'est beaucoup plus difficile à repérer et comprendre en fait quel impact ça a dans notre vie. Non, et puis c'est vrai que dans ton livre, tu donnes beaucoup d'exemples comme ça. À un moment, tu parles aussi du lien qu'il y a, quand tu parles d'anorexie, de boulimie, il y a un lien entre la bouche et le périnée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je trouve ça fascinant.
Eh bien, il y a l'entrée-sortie, mais qui peut être une entrée aussi pour la femme. Et tous les organes d'essence, entre guillemets, et de plaisir sont liés. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle La bouche, le nez, le périnée, les voies secrètes du plaisir. Bon, très souvent, une première rencontre sexuelle commence par un bon repas, avec du bon vin, avec, voilà. Donc le plaisir gustatif, voilà, c'est ça? Le gustatif, l'ambiance. Bon. Il y a une liaison entre tous les organes de plaisir, mais aussi ça peut être justement réanimé. Juste une odeur peut réanimer quand elle a été violée, etc. Oui, ça devient un déclencheur en fait. Voilà, c'est ça, puisque c'est sur les organes d'essence que ça se passe. Non, c'est fascinant. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément de lien, tu vois. Ouais. C'est comme si on a la bouche du haut et puis celle du bas, en fait. Et c'est vraiment fascinant. Et il y a quelque chose de très important. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que dans ton livre, tu vois, tu parles de l'histoire de Podane, enfin du mythe de Podane et comment tu le déconstruis. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience en fait de ce qui se joue parce qu'on voit la version en surface de conte pour enfants. Mais en réalité, tu vois, tu parlais d'abus tout à l'heure, il y a des choses qui sont très insidieuses où c'est difficile de voir en fait et que même la société, en réalité, tolère ça. Tout à fait. Ouais. J'ai été fascinée par le Podane parce que pour moi, il y a tous les ingrédients. De l'abus et du jeu des différents personnages. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est la reine qui était très belle et le roi de la reine qui s'aimait beaucoup, qui avait une petite fille. Et la mère meurt. Et au moment de sa mort, elle fait jurer à son mari de refaire sa vie, mais avec une femme qui serait plus belle qu'elle. Donc, c'est le rôle, entre guillemets, souvent complice de la mère qui va livrer son enfant, mais peut-être sans le réaliser. En l'occurrence, cette femme ne le réalise pas, mais il se trouve que la seule femme qui est plus belle qu'elle, un beau jour, au bout de quelques années, c'est sa fille. Sa propre fille. Voilà. Et c'est elle qui, quelque part, le père, pour honorer son serment, suit ce que dit son ex-femme. Et il aime sa fille. C'est ça qui est très perturbant. Il aime au point de vouloir l'épouser. Mais au départ, c'est pas... Il ne veut pas lui faire du mal, il l'aime. Et puis même, il est représenté comme un roi bon, aimant. Et donc, cette jeune femme, par les fées qui sont toujours présentes dans les contes, qui sont des protections, là, les fées lui disent... il faut vraiment refuser ce mariage, donc demande à ton père des choses qu'il ne pourra pas donner. Donc la robe couleur du temps, etc. Jusqu'à, finalement, il arrive à tout faire tellement il aime. Et toute la société est prête pour la noce, pour la fête. Toute la société attend ça, en fait. Y compris le prêtre. C'est quand même donc tout le monde est complice, en fait, en réalité. Voilà. Et donc, finalement, la marraine lui dit, écoute, il y a une chose qu'il ne pourra jamais te donner, c'est l'âne qui pond des œufs d'or, qui font la richesse du royaume. Et il aime tellement que, il tue l'âne. Et là, elle s'enfuit en prenant la peau de l'âne. Et ça, c'est tout ce qui se passe chez les gens abusés, finissent par se rendre répugnants pour ne plus être désirés. Donc sans les dire comme Podane et devenir repoussante, c'est ça? Voilà, alors au niveau des odeurs, on a un manque d'hygiène et aussi soit anorexie, soit boulimie pour qu'on soit plus désirable. Voilà. Et pour que l'abus puisse et on perpétuer. Transpose finalement le rôle de victime, on devient un peu coupable parce qu'on a... on est trop jolie, on a excité, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît bien maintenant, parce qu'on en parle beaucoup plus. Mais Podane, pour moi, ça montre que c'est pas nouveau, tout ça. Vraiment pas nouveau. C'est pas nouveau, sauf qu'avant, on n'en parlait pas, en fait. Et là, les choses commencent à changer. Mais c'est vrai qu'il y a une autre lecture du conte pour enfants, Podane. Et en lisant ton livre, j'ai dit, mais c'est vrai. Je commence à faire des liens que j'avais peut-être pas forcément perçus au tout premier abord. En tout cas, ça peut être un des moyens de parler. C'est toujours intéressant de lancer un peu
comment on va parler du problème. Quand j'avais, dans ma consultation de périnéologie, je savais tout de suite, tu sentais, c'est ça, parfois au téléphone, que le problème n'était pas un problème d'épisiotomie, de césarienne. Ça, c'est juste un symptôme, tu veux dire, c'est ça? Je savais que le problème était ailleurs. Et comment tu fais? Est-ce que tu poses la question à la personne ou pour aborder ça, c'est pas facile. Hein. Donc, très souvent, j'essayais de trouver chez cette personne un point d'entrée. Oui. Bon, par exemple, c'est une femme extrêmement tonique, musclée, qui fait beaucoup de sport, qui s'impose beaucoup de dans le contrôle, alors c'est ça Et je commence par la féliciter. Vous êtes vraiment très, très mince, très en forme, très musclée. Mais peut-être que vous pourriez un petit peu vous détendre et que ça pourrait améliorer votre périnée, parce que c'est pas la peine de vous muscler, vous êtes assez musclé. Bon, par exemple, essayez de trouver un point d'entrée positif pour arriver à que peut-être elle prenne conscience qu'elle ne cherche pas où il faut. Donc, tout ce qu'elle a fait, toutes les thérapies qu'elle a pu avoir, et j'étais très, très frappée par le fait que dans la psychothérapie, pratiquement, on n'aborde pas ça. On dissocie le corps et l'esprit souvent. Et surtout, on ne parle pas de ça. C'est tabou, tu veux dire. Comme disent certains jeux de mots faciles, on tourne autour du pot. Ah oui, mais, le pot. Mais très rare qu'on aborde. Et moi, parfois, il m'avait arrivé de dire, mais c'est pas la première fois que ça fait du mal au niveau du périnée. Hein? J'arrivais parfois à dire, mais arrêtez de vous punir du mal qu'on vous fait. C'est pas vous. Oui, les gens continuent Et ils se punissent, ils continuent à se punir parce qu'ils sont dans la culpabilité. Donc ils ne peuvent pas guérir. Comment ils se libèrent alors dès qu'il y a une prise de conscience à travers le corps? Donc parfois, je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre histoire qui fait que vous ne pouvez pas guérir par les moyens que vous avez utilisés jusqu'à présent. Oui. Et je disais, vous savez, c'est mon métier, j'en vois tous les jours. Vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas un monstre, une anomalie. Hein, parce que c'est ça aussi. Oui, se sentir isolé. Et donc, après, les gens prennent ou pas. Parfois, c'est dur à recevoir, ça, les gens n'entendent. C'est trop tôt, souvent trop tôt. Donc, on ne les revoit plus. Puis un beau jour. Et j'avais, à l'époque, je laissais traîner ce livre, L'enfance abusée. Ah, l'enfance abusée, ok. En salle d'attente ou quelque chose. Voilà. Et très souvent, les gens... Mais ça, c'est dans le tableau. Hein. Et cette pathologie, c'est dans le tableau. Oui, madame, c'est tout à fait dans le tableau. Est-ce que tu peux nous expliquer, donner quelques exemples de pathologies, par exemple, problèmes alimentaires, par exemple, ou problèmes de phobie de certaines choses, problèmes d'hyperprotection de ses enfants, d'hypermobilité de thérapeute. On passe de l'un à l'autre... c'est génial, mais en fait ça ne marche pas, donc hop, on jette, enfin voilà. Parce qu'on ne veut pas attaquer le vrai problème. C'est un peu une fuite en fait, c'est un peu... C'est ça. Mais même tu vois, des problèmes, on va dire, physiques chroniques, parce que là, dans ton livre, tu en parles, tu vois, par exemple, de constipation, de choses comme ça peut révéler des choses aussi, non? Complètement, oui. Alors, les Québécois, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'avec les Québécois, ils travaillent beaucoup sur l'abus. D'accord. Et ils ont des ateliers où les femmes s'expriment. Enfin, ils sont plus dans l'expression directe. Bon. Et la constipation, c'est un signe assez fréquent. Hein. D'abus qui entraîne une réaction au niveau du périnée. Donc on sert en contrôle, c'est ça? C'est ça. Et surtout, contrôle à la sortie. Alors qu'on pense que ça serait plutôt du vaginisme, c'est-à-dire contrôle à l'entrée. Mais en fait, le vaginisme, on n'explique pas encore très très bien ce que c'est. Il faut attention, je ne veux pas qu'on interprète un petit problème banal de constipation comme tout de suite quelque chose de grave. Il y a plusieurs signes, il y a plusieurs choses. Mais si c'est quelque chose qui a généré quand même des traitements pénibles, douloureux, des interventions, des opérations,
Au bout d'un moment... On se questionne, c'est ça. Il faut se questionner un petit peu. Après, la manière de traiter, c'est un peu individuel. Il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui vont passer par l'art, par l'expression, par le soin aux autres, par la sublimation dans la religion, dans un idéal. Enfin, il y a plein d'approches possibles, du moment qu'on est lucide. Oui. Voilà. Oui. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ton livre, Ce que le périnée dit de notre vécu. Tu parles aussi de l'accouchement et que ça peut aussi être des moments assez challengeants et qui peuvent faire réveiller des traumatismes ou des abus. Est-ce que tu l'as constaté toi-même dans ta pratique? Bien sûr. Une femme qui ne peut pas accoucher par voie basse, qui réclame la césarienne à tout prix, alors attention, encore une fois, attention. C'est normal à certains moments de se dire c'est pas possible que ça sorte par là. Ça, c'est normal. Oui, on se questionne, mais comment ça peut sortir? On le pense à un moment. Oui, c'est vrai. C'est normal. Mais que, quelque part, il y a on se débrouille pour que non, ça ne passe pas par là. Ça peut interpeller, et ça devrait interpeller le personnel. Si on demande une césarienne à tout prix et qu'on ne veut pas... Mais non, madame, il n'y a pas de raison, le bébé il est bien, il est petit, machin. Et que finalement, on se débrouille, parce que le corps est très très puissant. Bien sûr, très résilient aussi. Par exemple, comme dans un des cas que je cite, une poussée d'herpès. Oui, je rappelle on ne peut pas accoucher voix basse. Voilà. Donc le corps a réussi à éviter ce qui était une phrase qui est peut-être difficile à comprendre, mais qui m'a beaucoup marquée, que disait un de mes amis, c'est « on ne choisit pas son malheur ». Au sens de, quand j'ai le choix, je vais prendre ce qui pour moi est le moins pénible. On pourrait interpréter de différentes façons, mais c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire entre continuer à me punir ou me guérir, parfois c'est moins coûteux. De continuer à souffrir, c'est ça. Voilà. Et de rester victime. Parfois c'est un moindre effort. Oui. Ouais, parce que c'est très dur de sortir justement de cet état de victime. Oui, parce que même si on en souffre, mais c'est un état qu'on connaît en fait. Voilà, tout à fait. Et sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu, c'est parfois beaucoup plus difficile que de rester dans un état, même si on en souffre, c'est ça. Ça, c'est un des grands challenges de l'abus. Et c'est là-dessus que tu travailles particulièrement. Pas que là-dessus, mais... Pas que là-dessus, oui. C'est un thème qui me fascine aussi, tu vois. Enfin, pas l'abus en lui-même, mais moi, c'est comment on le transforme, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Et tout le parcours de résilience derrière. C'est vrai que parfois, on ne fait pas toujours les liens, en fait. Ou comme tu parles, il y a différents, on va dire, types d'abus, mais les abus qu'on ne voit pas. Parce que, on va dire, dans le cas d'un viol ou avec des violences physiques, ça se voit, et puis on peut mettre un mot dessus, enfin un nom dessus, mais les abus qui ne se voient pas, qui sont très insidieux, cela c'est difficile en fait de pouvoir avancer si on est dans le déni par exemple de cet abus-là. Voilà, et qu'on est avec des gens qu'on aime et qui nous aiment aussi. Oui. Et alors tout ce qui est intrafamilial, c'est extrêmement difficile. Et on le sait bien pour d'autres choses, pour les violences physiques qui se passent intrafamilialement, avec des allers-retours, parce que quand même il y a de l'amour, enfin, voilà, c'est extrêmement complexe. Et sur l'abus, justement, même dans le rapport sexuel conjugal, il peut être abusif. Il peut être abusif, ça dépend de l'intention en fait. C'est ça c'est toujours clé. C'est l'intention de celui qui pratique l'abus. Et pour les personnes, tu vois, qui sont dans ces schémas-là, comment elles peuvent en fait prendre conscience de ça? Est-ce que c'est comme toi, une personne extérieure qui pose des questions et commence à réaliser? Ou est-ce qu'à un moment, on se dit, non, c'est un abus dans ce que tu as constaté? Voilà, c'est toujours le problème un peu. Enfin, c'est pour ça que parfois, un livre, je me reconnais là, voilà, et particulièrement dans le tien, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, ou la voisine, et tout d'un coup on dit, mais au fond, oui, c'est un peu la même chose que je vis, enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a un moment où on est prêt, et d'autres on n'est pas prêt. Oui. Tant qu'on n'est pas prêt, ça ne marchera pas.
L'abus sexuel, c'est vraiment dans le corps, mais on est abusé tout le temps. Ouais, d'accord, j'ai ouvert ce mail, pourtant on m'avait dit, attention, voilà. Je me suis laissée avoir par des marcheurs qui m'a promis la lune. J'aurais quand même pu me dire qu'on ne va pas gagner 1 million comme ça en faisant rien. C'est de l'abus. Oui, c'est de l'abus de confiance ou l'abus de faiblesse. Il y a plein de formes d'abus. Et il y a des gens très doués pour abuser les autres qui font que les abusés se disent ah, non mais je suis vraiment bête, donc je ne vais même pas le dire. Oui, donc tu le gardes en toi. C'est ma faute. Et c'est ton corps qui va parler à ta place. Voilà. C'est ma faute. J'aurais jamais dû écouter ce baratineur. Hein. Là, on va trouver le corbeau et le renard. Hein. Oui. Si on continue, on va passer tous les contes de fées. Non, c'est vrai. Dans ton expérience professionnelle, ta pratique, quelle est pour toi la proportion de personnes en fait, qui ont vécu des situations abusives ou de... parce que tu accompagnes surtout des femmes, c'est ça? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de... Il y en a, si on prend l'abus comme je l'ai défini, hein, pas forcément violence, pas forcément pénétration. D'accord. Il y en a énormément, vraiment. Enfin, il y a eu des études qui disent au moins 30%. Moi, je pense qu'aujourd'hui, où les gens prennent conscience, parce qu'ils en entendent justement parler, il y en a beaucoup plus. Mais que parfois, c'est à un tel niveau qu'il ne faut pas grand-chose pour dépasser. Justement, si c'est pas trop... Ça n'a pas fait trop de dégâts dans le corps au cours des années, ou dans le couple, ou dans le rapport aux soignants. Juste prendre conscience, ça peut permettre de guérir, entre guillemets, très vite. Mais quand la guérison, quand c'est vraiment bien ancré, que ça a finalement orienté la vie, oui, c'est vrai. Ça devient difficile de guérir. On peut aller accepter qu'on a subi un traumatisme. Voilà. Je passais dans la rue, il y a un pot de fleurs qui est tombé sur ma tête. Oui, j'aurais pas dû être dans cette rue-là à cette heure-là, d'accord, mais le pot de fleurs, il m'est tombé dessus, depuis je suis paralysée. Bon, il y a un moment où c'est injuste, enfin, on passe par toutes les étapes, du déni, de la colère, de pourquoi moi. Oui, tout à fait. Et il y a un moment où on dit, bon, ok, je suis en fauteuil roulant, mais je ne suis pas nulle, je vaux quand même quelque chose, je peux faire quelque chose de ma vie. Mais voilà, mon souhait, c'est que la personne qui a été traumatisée puisse arriver, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais à dire, ok, c'est vrai, ça existe, ça a fait des dégâts, mais je passe à autre chose. Voilà. Comment je fais pour avancer, qu'est-ce que je fais avec. Oui. Et dans ton livre, tu parles des différentes solutions, les thérapies. Et puis, toi, ta force, Bernadette, c'est aussi l'approche corporelle, en fait, par exemple, via le yoga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce que ça peut apporter, tu vois? Et pour moi, je crois vraiment à la libération par le corps. Ouais. Parce que les thérapies classiques, ou juste parler, c'est bien, ça libère. Mais à un moment, le corps a des mémoires et puis qu'il faut libérer. Au départ, je ne voyais pas comment le yoga pouvait effectivement agir parce que je voyais plus des choses dans l'expression extérieure, donc l'art, etc., le soin aux autres. Mais finalement, le yoga, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille pour soi, à l'intérieur de soi. Ce n'est pas le regard des autres, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le spectacle. On devrait, en tout cas, être sur son tapis pour se faire du bien et écouter ce que dit notre corps. Donc, je pense que dans ce travail, non pas de nombrilisme, mais d'écoute profonde, le yoga peut apporter beaucoup. Mais j'ai conscience aussi que dans le yoga, justement parce qu'on est dans des situations, dans des postures corporelles, il peut y avoir vraiment des grosses difficultés, des grosses limites. Être à quatre pattes. Oui, il y a des positions qui sont... anodines. Oui, tout à fait. Écarter les jambes, mettre la poitrine très en avant. Oui. Respirer peut-être de façon intensive peut réactiver, on le sait, enfin, que la respiration peut déclencher des pleurs. Bon, je pense que pour aller vers le yoga, c'est bien d'avoir la possibilité de débriefer et de parler sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est peut-être pas le cours de yoga collectif de base dans lequel on peut aller au départ. Après oui, mais peut-être
travailler avec quelqu'un qui connaît le yoga, mais qui peut faire qu'on exprime ce qu'on a ressenti là sur le tapis quand on a fait ça. Donc je pense qu'il faut un peu les deux. La verbalisation peut être importante à ce moment-là. Le yoga, c'est une forme thérapeutique aussi, finalement. C'est la connaissance de soi, c'est l'observation, et puis ça permet de verbaliser ses ressentis. C'est une reconnexion à son corps, en fait. Voilà, mais cette connexion, si on peut justement travailler un petit peu après en verbalisation, je pense que ça peut aider, ça peut aller plus vite. Voilà, mais donc comme c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai écrit et j'ai fait quelques exemples de En plus, tu donnes dans ton livre, oui, il y a des exemples, il y a des exercices, et puis je crois qu'il y a même une session, c'est ça que... Voilà, il y a des exercices aussi pour comprendre, sentir le périnée, la respiration, etc. Pour aider le transit, pour être dans la thérapie mécanique, biologique. Mais aussi, il y a une séance type de yoga, avec les principales postures qui sont dans l'espace, puisque le yoga a cette chance de pouvoir travailler vertical, couché, assis, à l'envers, etc. Donc il y a, avec un QR code, une séance type qui est expliquée pas à pas et tout le monde peut pratiquer à la maison. Bien sûr, après c'est bien d'avoir quelqu'un qui guide et avec qui on peut parler éventuellement. Et personne, tu vois, pour qui ça résonne la thématique, ce que le périnée dit notre vécu, et qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été exprimées. Est-ce que tu as des clés ou des conseils pour, on va dire, faire la paix avec son périnée? Je ne sais pas, parce que c'est des zones souvent qu'on cache et puis on... C'est ça, c'est une partie honteuse, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est peut-être faire ce lien, c'est que c'est un endroit, le périnée, où on va finalement risquer de focaliser, d'accumuler beaucoup de choses et qu'il faut aller le libérer, quoi. Il faut libérer le périnée. Mais on peut être aidé là-dedans, effectivement, par des soins de type kiné, rééducation, mais tous les thérapeutes fonctionnels ne sont pas à l'aise avec la notion de psychique d'abus, quoi. Oui, c'est vrai. Puis moi, il y a quelque chose, tu vois, dans mon propre parcours, j'ai remarqué ça. Moi, j'avais beaucoup de somatisation. Mon corps, il s'exprimait. Vu que pendant 20 ans, j'avais gardé le silence sur les violences sexuelles que j'avais vécues dans mon enfance. Et quand j'ai libéré ma parole, donc 20 ans plus tard, j'ai remarqué que mes symptômes gynécologiques sont arrêtés. Parce que pendant 20 ans, c'est mon corps qui parlait à ma place. Ouais. Tu vois, j'avais toutes les infections, les mycoses, j'avais une bartholénite, enfin, j'avais plein de choses. Et que c'était comme un cycle. Le fait de libérer ma voix, ça libérait aussi au niveau du périnée, en fait. Donc, tu vois, je n'avais pas fait de travail sur le périnée lui-même. Oui, directement. Mais c'était indirectement par la parole et par de la réappropriation de ma propre histoire et de pouvoir transformer tout ça. J'ai fait un lien comme ça et j'ai dit, c'était fou parce que ça s'est arrêté à ce moment-là. Est-ce que c'est des choses que tu as constatées toi-même aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Quand on arrive à voir où est le vrai problème, il peut se résoudre tout seul. Mais parfois, il faut être un petit peu aidé. Oui, tout à fait. Dans mon parcours, j'ai aussi été accompagnée, ça m'a vraiment aidée, parce que je pense qu'il y a des choses que je n'aurais pas vues par moi-même. Mais tu sais, c'est fou, parce que moi, à l'époque, je n'avais pas fait de lien avec mes symptômes gynécologiques et le fait de garder le silence. C'est fou. Alors, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça évident, mais quand j'étais dedans, tu vois, dans cette boucle-là, je vais, non, j'ai les symptômes, je soignais les symptômes, et puis jamais personne, tu vois, m'avait demandé à ce moment-là, est-ce que vous avez vécu des violences ou est-ce que vous avez vécu des abus dans votre enfance, parce que j'avais vraiment des symptômes toujours à ce niveau-là. Peut-être que les professionnels n'étaient pas forcément formés ou ne faisaient pas les liens. Maintenant, ça a changé. Maintenant, ça a changé, oui. Quand même, on en parle beaucoup plus. Mais d'une part, ils n'étaient pas formés. Moi, je travaille beaucoup avec les kinés, ostéos et tout ça. Ils ont peut-être une espèce d'hyper-modestie, dire « Ah mais non, mais nous, la psycho, on n'y connaît rien. Non, on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste. Comme disait Françoise Dolto, j'ai beaucoup aimé ça. On ne risque rien à écouter. » Oh, j'adore, c'est beau ça. Voilà. On ne risque rien à écouter, c'est vrai. Et justement, essayer peut-être de faire parler, ça peut suffire. Moi, toujours, je dis, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas prendre ce rôle, mais je peux écouter et peut-être diriger vers. Mais parfois, le seul fait que la personne fasse le lien, énonce, et qu'en face, on écoute
en empathie, tout simplement, ça peut suffire. C'est énorme, mais oui. Pour certaines, ça peut suffire. Non, tout à fait. Et une chose aussi, c'est que pas mal de thérapeutes, surtout ceux qui travaillent sur cette zone du corps, ont été concernés. Oui, que souvent, d'ailleurs, tu en parles dans ton livre que les gens ne deviennent pas thérapeutes par hasard, c'est ça? C'est ça. Et que du coup, ils ne veulent pas forcément. Eux-mêmes, ils n'ont pas forcément résolu leur problématique. Ils ne veulent pas retourner dedans parce que ça risque de réveiller des choses en eux. C'est pas tout ça, mais ça peut être ça aussi. Ah non, c'est vrai. C'est juste. Non, ça me fait sourire parce que je trouve ça... Tu vois, quand on ne fait pas de lien, on peut avoir toute une vie. Enfin, moi, c'était, on va dire, 2 décennies de... Moi, je n'étais pas à l'écoute de mon corps, tu vois. Et en fait, ce que tu fais, c'est quand tu recevais des femmes, tu les écoutes, mais tu écoutes aussi leur corps, ce qu'il te dit. Ou s'il y a des symptômes, s'il y a des choses, tu écoutes ça. Et quand on commence à écouter son corps, et puis il y a quelque chose qui se produit. Enfin, en tout cas, il y a des liens, il y a des choses. Mais tant qu'on est dans... Moi, j'étais un peu dans le déni, tu vois. Je ne voyais pas ce qui me semble aujourd'hui évident. Et un jour, ça est devenu évident. Et que dans ce cas, ton corps, moi, c'était mon périnée, il n'avait plus besoin de s'exprimer. Parce que j'ai commencé à le verbaliser, l'exprimer par ma voix. Puis je fais le parcours aussi thérapeutique. Mais tu vois, j'aurais su tout ça avant. Je pense que je n'aurais pas attendu 20 ans pour parler. Oui, mais il n'y a rien qui se fait par hasard. Il n'y a rien qui se... Voilà, donc je trouvais que quand j'ai voulu écrire ce livre-là, actualisé, je suis allée chercher des témoignages ou des gens qui étaient autres que moi, parce que voilà, et donc je suis venue te chercher par rapport à... Oui, je suis honorée, merci. Non, par rapport à l'expérience et tout ce travail que tu as fait sur toi pour aider aujourd'hui d'autres personnes. Mais tu as fait le travail sur toi. Je pense que c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est la base, parce que si je ne fais pas le travail sur moi, je ne guéris pas mes propres blessures. Je peux pas, si je ne me suis pas moi-même accompagnée et être accompagnée par les bonnes personnes, je ne pourrais pas à mon tour accompagner, en tout cas pas de la bonne façon. Parce que comme tu dis, j'aurais peut-être peur d'aller voir des zones d'ombre chez certaines personnes, de peur que ça réactive mes blessures. Oui. Mais si tes blessures, elles sont guéries, elles sont cicatrisées, tu n'as pas cette crainte-là. Ça ne va pas réactiver quelque chose en moi, parce que l'histoire de l'autre, ça lui appartient, la mienne, c'est la mienne. Mais il y a vraiment un travail personnel à faire. Ce travail que tu as fait et cette force que ça te donne, c'est très important pour les gens que tu peux accompagner. Oui. Parce que s'ils se sentent accompagnés par quelqu'un qui ne tient pas la route, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non, c'est vrai, parce qu'il y a des fois où la personne il faut pouvoir tenir cette énergie-là. Parce qu'en fait, ce chemin, je le connais parce que je l'ai traversé aussi, je l'ai vécu. C'est possible pour moi, je sais que c'est possible pour l'autre. Parce que c'est un chemin que j'ai marché. Donc ça me parle et je pense que... Et donc, dans ce livre, j'ai aussi pris 2 autres paroles d'une historienne, Virginie Giraud, extraordinaire, parce qu'on apprend. Extraordinaire, qui parle de la romantique. Alors on se dit, ça ne nous concerne pas, parce Virginie, elle est historienne, en fait. Depuis, finalement. Et c'est très intéressant la manière dont elle décrit tout ce système social et le problème de cette Lucrèce. Oui, c'est vrai. La malédiction de Lucrèce, c'est vrai. La malédiction de Lucrèce. Bon, ça vaut la peine. Non, c'est vrai. Pas vous diffuser mais moi, je me suis vraiment régalée en fait avec ces histoires-là, parce qu'il y a des choses que ça a mis en lumière et que j'avais pas forcément. Déjà, j'avais pas toutes ces connaissances, mais on dit waouh, en fait, il y a des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps et qu'il faut déconstruire. Et il y a une autre interview aussi très intéressante avec Bruno Roche. Oui. C'est ça, et ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment très riche sur les abus sexuels, les traumatismes et les symptômes. Parce que Bruno Roche est un médecin suisse très spécialisé dans le périnée, mais particulièrement proctologie, donc périnée postérieur. Et du coup, il voit quand même beaucoup de garçons. Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience. T'as que des femmes de thérapie d'hommes au niveau périnéal. Et donc, je lui ai demandé de me parler plus particulièrement du périnée des hommes. Est-ce que le périnée des hommes aussi a beaucoup de choses à dire évidemment, et beaucoup de traumas qui, en général, sont dans l'enfance, pour les hommes, majoritairement. Non, c'est vrai que en fait, ce livre...
Ça s'adresse à tous ceux qui ont un périnée, qu'on soit homme, Voilà, homme ou femme, en femme, fait, finalement. Aussi, quand même bien penser pour les parents que il faut protéger les enfants, mais pas les surprotéger, parce qu'il y a eu des expériences justement au Québec sur des stratégies de prévention et finalement qui ne sont pas toujours... enfin, on y a beaucoup cru, mais c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas d'avertir. Enfin, en tout cas, c'est assez intéressant de voir comment les stratégies de prévention sont difficiles. Hein. Pratiquement tous les gens qui ont été abusés veulent protéger leurs enfants. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Non, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as des pistes, des choses à donner pour ces personnes-là? Oui, c'est attention, de pas aller trop loin, donc qui fait que l'enfant va voir le mal et le danger partout et du coup n'arrive plus à être spontané, à être heureux avec son corps non plus, parce qu'il est dans la défensive. Ça peut être jusque-là, un peu pervers, c'est-à-dire de rendre l'enfant beaucoup trop défensif, même vis-à-vis de son père, de son frère, voilà. D'accord, merci Bernadette. Et pour les personnes qui veulent suivre ton actualité, est-ce que tu as un site ou est-ce Alors, que il y a le site de gasquet.com où il y a un peu tout ce qu'on fait, c'est-à-dire des cours collectifs. C'est des cours de yoga, c'est ça? De yoga, d'abdos, de gym douce, on va dire, parce qu'il y a plusieurs enseignants. Il y a les formations pour des thérapeutes. Puis il y a sur le site, il y a des programmes enregistrés. Donc, par exemple, un qui s'appelle ABC du périnée, qui est accessible à beaucoup de gens pour mieux comprendre comment ça marche, même si on n'a pas spécialement un gros problème. Mais si on a envie de connaître mieux son périnée voilà, et puis en prendre soin, c'est ça? Oui. Je remettrai le lien en barre d'infos, donc c'est degasquet.com, c'est ça? Et puis je vais remettre les références du livre. Ce que le périnée dit de notre vécu. Et le sous-titre, c'est Constipation, accouchement, abdos, abus sexuels et comment le yoga peut nous aider. Chez Albin Michel, donc du docteur Bernadette de Gasquet. Je te remercie beaucoup Bernadette pour toutes les pépites que tu nous partages. Puis c'est toi qui auras le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes pour qui ça va résonner, qui ont le périnée, qui a des choses aussi à dire, que ce soit homme ou femme? Les anciens appelaient ça le fondement. Le fondement? Oui, le périnée. Ah oui, je ne savais pas. Oui, dans les campagnes, on parle du fondement. Du fondement, ok. Et je pense que c'est très vrai. Parce que c'est vraiment une base. C'est fondation en fait. Fondation, racine. C'est un lieu d'énergie très, très, très important. C'est là où on a le premier chakra aussi, voilà, c'est ça? Le chakra racine qu'il faut pouvoir faire monter pour aller vers l'accomplissement, la réalisation, le redressement. Voilà, enfin, il y a énormément de choses qui passent par là. Je dirais même, c'est les fondations, comme tu dis, fondement. Et puis moi, j'aime bien donner la métaphore de la maison. Tu veux construire une maison avec des étages élevés, il faut vérifier que les fondations peuvent soutenir la construction. Évidemment. Et le périnée, les gens croient qu'ils ne savent rien là-dessus, mais ils savent beaucoup de choses sur leur périnée. Comment ils se débrouillent avec leur périnée. Parce que c'est, dit trivialement, pipi, caca, prout. Oui. C'est quand je veux et pas quand je veux pas. Et c'est tous les jours. Oui. Toute la vie et pour tout le monde. Et donc c'est une relation privilégiée à entretenir avec son propre périnée. C'est ça. Oh. Voilà. Prenez soin de votre périnée. Merci Bernadette pour cet entretien très très riche. Et puis on va suivre ces conseils-là. À suivre. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir.